troisième cours donc, de évaluation et certification. Donc, dans ce cours, on va faire deux choses principales. On va regarder au plan théorique en fait le nouveau volume sur le cadre européen commun de référence qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc la manière dont il reprend les descripteurs d'une façon un peu plus détaillée. D'autre part, on va travailler en détail, comme on l'a fait la dernière fois sur un sujet A1, sur un sujet de DELF A1. On va travailler cette fois-ci sur le A2. Donc ça va rejoindre évidemment les descriptifs des niveaux. Donc évidemment c'est un gros morceau, ce cadre européen commun de référence, il y a une quantité de littérature dessus assez énorme. Je pense qu'on va y passer encore quelques séances, puisque après on aura exploré évidemment les autres niveaux, les deux niveaux du B et les deux niveaux du C. Voilà, ça va être encore une petite, on en a encore pour un petit moment, en espérant que tout ça clarifie un peu votre vision du cadre européen commun pour l'enseignement des langues et vos idées sur l'évaluation en fait à partir de cet outil et à partir des échelles d'évaluation. Je vous signale aussi qu'il y a toute une partie sur l'usage évaluatif et l'approche curriculaire dans le niveau seuil en lui-même, donc c'est le chapitre 9. On y jettera peut-être un petit coup d'œil parce que vous voyez qu'en fait, aussi une des choses qui a évolué en fait depuis les dernières années, c'est cette idée de formation tout au long de la vie et donc de curriculum en fait, de curriculum plus complet que le simple curriculum scolaire d'avant. C'est vrai que il y a un gros changement en fait. D'une part parce que les connaissances évoluent certainement beaucoup plus vite, donc on doit acquérir en fait de nouvelles connaissances et être capable de les mettre en œuvre à plusieurs étapes de l'existence. Contrairement à il y a une vingtaine, une trentaine, peut-être plutôt une quarantaine d'années, peut-être même encore un peu plus en fait, parce que ça correspond plutôt à la génération de mes parents, où on pouvait se contenter d'une bonne évaluation, d'une bonne formation initiale, et après on se formait sur le tas évidemment, sans avoir besoin de recyclage particulier. Là maintenant, il semble quand même qu'on ait besoin de repasser par de la formation, de repasser par des stages, de se recycler un peu tout le temps. Bon, c'est peut-être une bonne chose, ça peut être en même temps une chose un peu angoissante pour les gens qui ont un peu peur du changement, mais en tout cas, bon, c'est apparemment comme ça, je veux dire. C'est-à-dire que bon, vous avez vu que par exemple l'évolution dont on parle en nouvelles technologies et didactique des langues, par exemple, bon, ben là, l'apparition des nouvelles technologies a fait que tout le monde a dû se recycler, enfin, ou se former sur le tas, ou à travers des stages, ou à travers des modules de formation professionnelle. Donc évidemment, ces questions d'évaluation, elles ne sont pas du tout neutres, toujours dans ces aspects-là. Et donc on va parler de curriculum aussi, et de formation tout au long de la vie. Donc, dans le cadre européen commun de référence, ou plus exactement dans le volume complémentaire du cadre européen commun de référence, on revient sur toute une série de choses en fait et sur les évolutions en fait qui sont faites dans les 20 dernières années. Le volume complémentaire a été publié en février 2018, donc il correspond à des travaux qui vont de la période 2001 jusqu'à 2018, mais plus particulièrement 2014 à 2018. La dernière période en fait. Donc vous allez voir qu'il y a des évolutions en fait, entre autres sur les idées de compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale, qu'on va remettre en perspective à l'intérieur d'un cadre plus large avec l'interaction et la médiation. Donc les auteurs montrent que finalement ce cadre avec les 4 compétences est un peu insuffisant. Donc on revient aussi dans l'avant-propos, donc là on va réexplorer un peu le volume complémentaire, et on revient dans l'avant-propos sur l'histoire par exemple de la création, donc qui est intéressante en fait aussi à regarder. Le cadre européen commun de référence donc, correspond, ici dans le petit encadré bleu, le cadre européen commun de référence correspond à la suite des travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'enseignement des langues des années 70 et 80. Donc on parle des travaux qui ont abouti au niveau seuil.
La perspective actionnelle s'inspire et va au-delà de l'approche communicative proposée au milieu des années 70 dans le niveau seuil, qui représente la première spécification notionnelle, fonctionnelle des besoins langagiers. Donc je vous avais dit qu'en fait cette spécification notionnelle, fonctionnelle, elle s'appuie sur les actes de parole et sur le concept de notion donc, qui est assez enraciné dans la théorie de l'énonciation en fait. Hein. Donc les actes de parole, c'est faire quelque chose avec la langue, et là on voit qu'on est toujours dans l'action et dans la tâche, en fait dans une philosophie de l'action et de la tâche, qui a tendance à dominer un peu l'ensemble des philosophies de l'apprentissage à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'en fait on est beaucoup plus dans l'agir, enfin dans les compétences mobilisables pour agir, que dans des compétences qu'on puisse déclarer, dans des compétences déclaratives. Hein, donc spécification fonctionnelle, notionnelle. Je dis que les notions, en fait, c'est, comme le dit Antoine Culioli, par exemple, des ensembles de propriétés d'objets prises à l'intérieur de cultures. Donc on avait parlé un peu de certaines notions la dernière fois, et vous voyez que ça, la notion, ça va au-delà de d'une sémantique traditionnelle en quelque sorte. Je veux dire, le concept de notion, on voit que les notions, elles évoluent au fur et à mesure de la construction des discours. Je vous renvoie à des choses sur lesquelles j'ai travaillé, sur la construction par exemple de la notion de génome, hein, donc le patrimoine génétique de l'être humain, hein, le génome, et donc on voit que cette notion, elle se construit à travers des textes de vulgarisation scientifique et des textes généraux, et à travers en fait des comparaisons ou des métaphores avec d'autres notions. Si on prend une notion un peu plus simple, comme la notion de solution, je veux dire, enfin plus simple, c'est peut-être beaucoup dire. En fait, dès qu'on aborde une notion, on se rend compte qu'elle a des ramifications un peu dans toute une série de domaines. Par exemple, la notion de solution, elle est expliquée par un apprenant, par un linguiste sud-américain, du temps où il était apprenant pour le français. Solution, pour nous, c'est quelque chose qui vient clore un problème, quelque chose qui vient terminer un problème, mais c'est aussi une solution, par exemple dans l'eau, vous pouvez mettre de l'aspirine en poudre dans l'eau et ça vous donnera une solution d'aspirine dans de l'eau. Et pour notre collègue, là, quand il était apprenant en fait du français, pour lui, la solution, c'était toujours quelque chose comme ça qui restait en suspens, hein, à cause de l'aspect sémantique de solution, comme quelque chose qui est dissous dans autre chose et qui peut toujours se redéposer, etc. Donc il voyait la solution d'une manière finalement assez différente de celle dont peut l'avoir un francophone natif. C'est assez intéressant de voir comment ces notions fonctionnent. La création du cadre européen commun de référence et du portfolio européen des langues, donc on pourra aussi regarder un peu cette chose-là, qui l'accompagne, avait été recommandée lors du symposium intergouvernemental qui s'était tenu en Suisse en 91. Comme son titre l'indique, le cadre européen commun de référence s'intéresse avant tout à l'apprentissage et à l'enseignement. Son but est de faciliter la transparence et la cohérence des programmes, l'enseignement et l'évaluation à l'intérieur d'une institution, ainsi que la transparence et la cohérence entre institutions, secteurs éducatifs, régions et pays. Hein. Je vous l'avais dit donc au départ, donc on revient sur ce côté cohérence, aspect cumulatif en fait, et transparence des graduations en fait, de l'apprentissage et des programmes. Je veux dire, c'est une des grandes problématiques hein, de l'Europe. Vous voyez que quand on a fait, par exemple, tous les programmes Erasmus sont tournés vers ça, en fait, vers la construction d'un ensemble européen avec des points de repère communs. Tout le système ECTS dont vous bénéficiez, enfin que vous utilisez, ou enfin, qui en tout cas sert à valoriser vos UE, en fait, vient de cette tentative d'harmonisation européenne entre les diplômes. Et c'est intéressant à regarder en fait aussi cette partie-là, parce que vous allez voir que dans les temps qui viennent, en fait, très probablement, il y aura des harmonisations à des niveaux plus larges. Hein. Donc ce que je voulais dire, c'est que les ECTS, donc c'est
une harmonisation au niveau européen avec des descripteurs des contenus. Donc on décrit ce qui est fait dans chaque EC, par exemple, dans chaque enseignement constitutif, et on évalue combien ça vaut d'ECTS, de European Credit Transfer System. Tout ça rentre dans un système européen qui est le système licence, master, doctorat des certifications, ce que vous passez actuellement en fait. Donc c'est 60 ECTS par an, donc 180 ECTS pour une licence, plus 120 pour un Master 1 et Master 2. Je veux dire, et après, vous avez les 3 ans du doctorat, bon, où la quantification des ECTS est peut-être, enfin, elle est probablement quantifiée, mais moi je la vois comme un continuum, donc elle est certainement quantifiée un peu de la même façon, avec aussi, j'imagine, 180 ECTS au moins sur les 3 ans du doctorat. Donc vous avez ce système-là qui a été complètement harmonisé par le projet européen. Transparence, cohérence entre les programmes, l'enseignement et l'évaluation à l'intérieur d'une institution, ainsi que la transparence et la cohérence entre institutions, secteurs éducatifs, régions et pays. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir des systèmes qui soient clairs et compréhensibles pour les apprenants, et que les apprenants puissent passer d'un pays à l'autre en Europe et transférer leurs crédits, les crédits qu'ils ont acquis dans un endroit ou un autre. Vous verrez, en fait, il y a des projets très similaires dans l'ASEAN, par exemple. Quand j'étais à Bangkok, puis après un peu plus loin, en fait, quand je suis revenu après au Vietnam, en fait, j'ai aussi travaillé sur ça avec le projet d'un ACTS, ASEAN Credit Transfer System, qui sera assez fortement inspiré quand même des ECTS. Donc en fait, toutes les communautés géographiques réfléchissent à ce genre de choses, en fait, à harmoniser les systèmes d'évaluation et les systèmes de certification. Donc on est en plein dans notre sujet, hein, je dirais. C'est intéressant de voir effectivement comment tout ça peut arriver à une espèce de système au moins supra-étatique, en fait, donc là, pour nous au niveau de l'Europe, pour l'ASEAN au milieu de 10 pays du continent asiatique. Je veux dire, très probablement, on va en arriver à des systèmes de transfert assez mondiaux à un moment ou l'autre. Pour l'enseignement supérieur, ils seront très probablement assez proches du système licence-master-doctorat. Voilà, donc pour la suite, en fait, vous avez plein de rappels en fait, dans cette partie qui sont intéressants à lire. Vous pouvez lire au départ que les encadrés bleus. Vous voyez qu'en fait aussi, il y a d'autres publications sur lesquelles on travaillera peut-être, comme le manuel pour relier les examens au CECR, et ce qui nous intéressera directement, le manuel pour l'élaboration et la passation de tests et d'examens de langue. Hein. Donc on a, en fait, il y a toute une littérature, évidemment, sur ces différentes questions d'examen. Je voulais revenir sur une petite chose, en fait, qui est, voilà, cette partie-là, en fait. Donc, que vous distinguiez bien, en fait, plurilinguisme et multilinguisme. Hein. Le CSR donc, fait la distinction entre multilinguisme, la coexistence de différentes langues au niveau social et individuel. Hein. Donc on parlera par exemple du multilinguisme d'un pays. La France est un pays multilingue parce qu'on y parle le français, des langues régionales, des langues de l'immigration. Donc il y a une coexistence de différentes langues. Au niveau social, donc dans la société, vous allez pouvoir rencontrer différentes langues qui sont pratiquées. Et individuel, c'est-à-dire qu'un individu pourra entendre aussi dans la journée différentes langues. Je veux dire, moi, quand je me promène dans le métro, ou à Paris ou ailleurs, ou même d'ailleurs ici en province, j'entends souvent des langues que je parle. Donc j'entends du français, j'entends des touristes anglophones ou japonophones ou sinophones, j'entends des gens qui parlent bambara parce que je le parle un peu, donc j'arrive à reconnaître facilement ce qu'ils disent. Deux fois je leur fais la surprise de leur parler en bambara, donc ça les étonne toujours un peu.
J'entends du Lingala aussi, pas très loin de chez moi, assez souvent, donc une langue de la RDC, parce que c'est des langues de l'immigration. J'entends évidemment de l'arabe aussi, plein de langues en fait. Donc je vois très bien que la France est un pays multilingue, et j'en ai l'expérience individuelle. Je veux dire, enfin, j'ai une certaine compétence dans différentes de ces langues qui sont parlées en France. Et le plurilinguisme, donc le multilinguisme d'un côté, donc au niveau du pays, et le plurilinguisme qui est le répertoire linguistique dynamique et évolutif d'un apprenant. Par exemple, si je reprends mon propre exemple, en fait, donc moi je suis né au Maroc, donc j'ai appris le français au Maroc à l'école aussi. Mais en même temps, j'étais en contact avec de l'arabe dialectal marocain, donc j'en comprends un certain nombre, enfin j'en comprends pas mal, j'en parle un peu moins. Et ensuite, donc je suis venu en France, j'ai appris à l'école l'anglais et l'espagnol. L'anglais, en fait, je l'ai pratiqué beaucoup, évidemment, après, donc je le parle assez correctement, au niveau C1 à peu près. Oui, c'est un correct C1. L'espagnol, par contre, je l'ai appris d'une manière beaucoup plus, selon la didactique de l'époque, beaucoup plus écrite, en fait. Donc, je suis assez bon en espagnol dans la conjugaison, la compréhension de textes écrits, etc. Je peux parler l'espagnol, mais j'ai un accent pas terrible. Et voilà, je peux me débrouiller en espagnol, mais bon, je veux dire, mon cursus et mon répertoire linguistique, euh, il est dynamique, mais il aurait bien besoin d'évoluer dans cette langue-là. Ensuite, j'ai appris le bambara en Afrique et aux langues orientales, donc je le parle encore. Voilà, et puis après j'étais en contact avec d'autres langues comme le lingala à travers des amis congolais, la chanson, etc. Donc voilà, donc j'ai un répertoire linguistique. Ah oui, et puis évidemment j'ai été en Thaïlande pendant 3 ans, donc j'ai appris un peu de thaï et j'arrive à comprendre pas mal de choses. J'arrive un peu à lire parce que la graphie est complètement différente, donc j'arrive des fois à déchiffrer un certain nombre de choses, mais je ne suis pas un lecteur du tout fluent en fait du thaï. Donc voilà, donc vous voyez qu'on a un répertoire linguistique en fait qui est dynamique, qui est évolutif et qui permet en fait un pluriculturalisme. Le concept de plurilinguisme, vous voyez que c'est repris ici, hein. Les concepts de plurilinguisme et de pluriculturalisme et de compétences partielles ont été introduits pour la première fois dans l'enseignement des langues dans la version 2 du CECR de 1996. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, on ne prenait pas du tout en compte, en fait, le plurilinguisme des individus et leurs compétences. Du coup, ça va valoriser, en fait, beaucoup de choses. Je veux dire, quand vous travaillez avec des apprenants africains maintenant, ben, on ne les voit plus comme des gens qui sont des non-francophones, donc on ne les voit plus d'une manière négative, mais on les voit comme des gens qui sont très très multilingues et qui vont avoir des capacités en fait, d'acquisition qui sont démultipliées par le fait qu'ils ont acquis depuis leur plus tendre enfance plusieurs langues probablement. Hein, quand vous êtes au Mali par exemple, ou quand vous êtes dans d'autres pays d'Afrique, vous êtes en contact avec plein de langues et vous parlez au moins 2 langues, la plupart des gens parlent 3 ou 4 langues. Donc, on est dans une situation de plurilinguisme qui va être bénéfique pour l'apprentissage des langues par la suite, parce qu'on sait évidemment que plus on apprend de langues, plus on est capable d'en apprendre. Il n'y a pas d'effet, de remplissage du disque dur, si j'ose dire. Je veux dire, plus on apprend, plus on est capable d'apprendre. En fait, le cerveau, toutes les études en fait, de neurosciences l'ont montré, le cerveau est un outil qui se développe probablement encore plus que les muscles. En fait, je veux dire, l'exercice du cerveau vous recrée des cellules cérébrales. Donc, c'est un acquis en fait depuis peu, une chose qu'on sait depuis pas très longtemps et qui est très en faveur du plurilinguisme et du développement du plurilinguisme chez l'individu. Voilà. Vous regarderez à ce propos-là les travaux des gens qui parlent du bilinguisme, tout le discours militant en fait sur la nécessité de l'école bilingue et ainsi de suite. Donc, concept de plurilinguisme, pluriculturalisme et des compétences partielles ont été introduits pour la première fois dans l'enseignement des langues dans la version 2 du CECR de 1996. Ils ont fait l'objet d'un processus dynamique et créatif de mise en langage par-delà les frontières des variétés langagières en tant que méthodologie et des objectifs de politique linguistique.
Le contexte de ce développement est une série d'études sur le bilinguisme menées au centre de recherche du Crédif à Paris au début des années 90. Les exemples de programmes donnés dans le chapitre 8 du CSR ont promu à dessein les concepts de compétences plurilingues et pluriculturelles. Une présentation plus élaborée des deux concepts a été faite en 1997 dans le document Compétences plurilingues et pluriculturelles. Donc si ça vous intéresse, on pourra le regarder. Ça nous écarte un peu de l'évaluation, mais c'est vraiment, on est vraiment dans le sujet en fait de ce qui fait l'intérêt de notre métier. Donc c'est justement le plurilinguisme, l'apprentissage de plusieurs langues, la compétence interculturelle et pluriculturelle. Alors je pense que c'est intéressant de revenir sur ce concept de médiation en fait et sur la différenciation en fait entre les concepts qui relèvent des quatre aptitudes, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale, pour aller vers ce modèle à quatre pôles aussi, donc réception, production, interaction et médiation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de relire cette définition. Le CECR introduit le concept de médiation de la façon suivante. Participant à la fois de la réception et de la production, les activités écrites et ou orales de médiation permettent, par la traduction ou l'interprétariat, le résumé ou le compte-rendu, de produire à l'intention d'un tiers une reformulation accessible d'un texte premier auquel ce tiers n'a pas d'abord accès direct. Donc il s'agit, dans la médiation, de produire pour un tiers une version plus compréhensible d'un texte ou d'une interaction. Donc je veux dire, on est dans de l'interaction, évidemment, puisqu'on va simplifier un discours, le reformuler ou le traduire, l'interpréter. Les activités langagières de médiation, retraitant un texte déjà là, tiennent une place considérable dans le fonctionnement langagier ordinaire de nos sociétés. Donc vous voyez, cette activité de médiation, c'est quelque chose de particulier en fait à l'enseignement dans l'enseignement des langues et dans l'évaluation des compétences. Donc on va avoir des compétences évidemment en réception, en production, mais aussi en interaction, et il va falloir acquérir des compétences en interaction. L'interaction s'inscrivant elle aussi dans des types culturels. Vous savez, dans des modes culturels. Vous savez qu'on a dans l'interaction, par exemple, dans tout ce qui est temps de prise de parole, en fait, ou moment où on coupe la parole, ou moment où on reprend la parole après une action, après la parole de quelqu'un d'autre, ça va être très différent selon les cultures, en fait. Il y a une culture évidemment où on n'osera absolument pas couper la parole. Les Européens, les Français par exemple, vont reprendre la parole plus vite après la fin de la parole d'un autre que par exemple les Allemands ou des gens plus au nord de l'Europe. Dans la médiation aussi, on va avoir des compétences très très diverses. Vous voyez que c'est pas forcément de la traduction ou de l'interprétariat, mais que ça peut être de la reformulation. De la reformulation ou de la reformulation accessible, une explication ou une reformulation d'un contenu à destination d'un tiers. Donc on explorera en fait ces questions d'interaction et de médiation dans les prochaines séances, parce qu'on n'a pas encore énormément en fait d'épreuves d'évaluation avec ces deux entrées-là, l'entrée interaction et l'entrée médiation. Interaction, ça fait un moment qu'on en parle, que en fait les catégories de compréhension et production n'étaient pas suffisantes et qu'effectivement il fallait travailler sur l'interaction, qui est quand même une des choses fondamentales du langage humain et surtout de l'échange verbal ou de l'échange par écrit, évidemment. Donc vous avez, mais bon, principalement quand même de l'échange verbal. Quand vous avez le petit signe ici, ProSign, ça veut dire qu'en fait il y a des descripteurs aussi et des données pour la langue des signes. Donc vous voyez dans l'interaction orale générale, on regardera ça en détail bientôt, mais même au niveau du A1, en fait, c'est peut interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition, avec un débit plus lent, de la reformulation, donc de la médiation, et des corrections. Peut répondre à des questions simples et en posée,
réagir à des affirmations simples et en émettre dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets très familiers. Donc vous avez des descripteurs pour tous les niveaux, on les regardera dans le détail en fait, au fur et à mesure, parce que c'est très lourd évidemment, vous n'allez pas mémoriser tout ça, c'est plus un outil de référence. Donc vous allez voir, vous verrez après que quand on le regardera dans le détail en fait, que il y a pas mal d'entrées en fait qui sont assez intéressantes sur l'interaction, qui peuvent d'ailleurs vous donner en fait des idées de type de tâches à accomplir pour travailler telle ou telle partie de l'interaction. Par exemple, là, vous allez comprendre un interlocuteur. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut, enfin, qu'on a tout de suite dans l'idée, évidemment. Mais il y a des choses aussi plus complexes. Bon, la conversation, ça, c'est aussi de l'interaction assez simple au départ. Enfin, je veux dire, assez basique. Discussion informelle entre amis. Discussion et discussion formelle. Donc là, vous voyez qu'en fait aussi, les descripteurs vont être plus ou moins élaborés. Parce qu'au niveau A1, on ne tient pas de conversation formelle, évidemment. Hein. Peut suivre en général, alors on dit le niveau A2, par contre, peut suivre en général les changements de sujet dans une discussion formelle relative à son domaine si elle est conduite clairement et lentement. Peut échanger des informations pertinentes et donner son opinion sur des problèmes pratiques si on le ou la sollicite directement, à condition d'être aidé pour formuler et de pouvoir faire répéter les points importants, le cas échéant. Donc vous voyez que les interactions vont être un peu limitées évidemment par les compétences et que certains types d'interactions n'apparaîtront qu'à partir d'un certain niveau de compétences. Coopération à visée fonctionnelle, par exemple assembler un meuble en kit, ça c'est la tâche IKEA type, discuter d'un document, organiser un événement, etc. Donc coopérer verbalement en vue de réaliser un projet. Hein. Donc là aussi, il y a pas mal de choses, diverses. Obtenir des biens et des services, ça c'est une tâche assez classique, échange d'informations. Mais il y en a même des choses beaucoup plus techniques, comme interviewer et être interviewé. Ou encore, un peu plus bas, voilà, utiliser les télécommunications. Donc là, tout ce qui est téléphone, bon, je veux dire, ça change hein, évidemment le registre des interactions, le type d'interaction qu'on peut avoir, parce qu'on a beaucoup moins d'indices à travers le téléphone. Donc vous voyez que A1, pas de descripteur disponible. Au niveau A1, c'est beaucoup plus difficile en fait d'utiliser des moyens de communication parce qu'on n'a pas tous les canaux non verbaux, la gestuelle, les expressions, les indices aux alentours qui vont vous permettre de clarifier les messages. Et vous avez évidemment l'interaction écrite, la correspondance, notes, messages et formulaires. Et voilà, et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a évidemment tous les nouveaux objets en fait de la communication, donc l'interaction en ligne. Donc vous voyez que toutes ces questions d'interaction, en fait, bon, c'est vraiment assez pertinent, même tout à fait pertinent d'avoir ajouté ça en fait aux 4 skills. Et on a le même type de choses pour la médiation. Médiation générale, donc ça c'est l'entrée très générale. Hein. Peut établir une collaboration avec d'autres personnes. On regarde là le niveau. Pardon, excusez-moi, je suis allé beaucoup trop vite. Donc vous voyez aussi qu'ils sont d'une couleur différente en fait. Les différentes entrées dans le texte sont d'une couleur différente. Ça, c'est cette couleur pêche là un peu. Et la couleur de la médiation pour le volume complémentaire, alors que dans l'interaction, on est dans un espèce de violine bleu-violet, comme ceci. Voilà. Bon, vous me direz les couleurs, hein, je suis un peu daltonien, donc, mais je reconnais bien qu'il y a des couleurs différentes, mais vous les nommerez peut-être pas exactement pareil. Parce que celle-là, légèrement violine, oui, et l'autre est plutôt dans les pêches orangées. Hein. Donc vous avez ici la médiation générale et donc pareil. Voilà, donc là la médiation en général ça implique en fait de reformuler, peut utiliser des mots simples à quelqu'un par exemple au A2
pouvez utiliser des mots simples pour demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose. Vous voyez que c'est une compétence très très utile. Quand vous apprenez une langue, en fait, c'est très utile de savoir demander à quelqu'un de reformuler lentement, d'essayer d'utiliser d'autres mots, de parler plus doucement, etc. C'est des techniques de médiation. Peut reconnaître et indiquer en langage simple la nature apparente d'un problème, peut transmettre les points principaux de conversation ou de texte sur des sujets d'intérêt immédiat, à condition qu'ils soient exprimés clairement et en langage simple. Voilà, on reviendra là-dessus. De toute façon, bon, c'est des textes de référence. Et comme je vous dis, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'épreuves qui intègrent l'interaction et la médiation. Bon, évidemment, elles sont en partie intégrées dans la production orale et dans les anciens examens du DEF. Mais le détail, en fait, va être intéressant à mettre en place. Je vous avais dit donc on allait regarder un sujet de A2 en fait. Donc voilà, on va en éplucher un peu comme on a fait pour la semaine dernière pour le sujet A1. Donc c'est un DELF A2 tout public. Évidemment le sujet vient du CIEP. Et donc c'est les mêmes barèmes en fait que sur le A1. Avec des durées d'épreuve éventuellement un petit peu plus longues. Donc vous avez, c'est à peu près équivalent, donc 25 minutes de compréhension de l'oral, 30 minutes de compréhension des écrits, 45 minutes de production écrite et production orale, entretien dirigé, donc avec 3 parties, donc monologue suivi, enfin entretien dirigé, monologue suivi et exercice en interaction. Vous voyez que l'interaction est déjà rentrée en fait dans les épreuves de production de l'oral. Et là, donc, on est, pareil, noté sur 100. Donc, voilà les exercices de compréhension de l'oral. Et on va écouter en même temps l'enregistrement. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez des annonces publiques. Document 1. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Donc c'est un bon moment pour lire la question, hein, vous voyez. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Voilà, donc vous voyez que là, la prise d'indice est plus complexe en fait que dans le A1, puisque ce qu'il faut faire, c'est avancer dans le bus, mais déjà, c'est pas dit textuellement. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Donc vous voyez, en fait, on entend monter, etc., mais on n'entend pas directement avancer. Donc il faut vraiment comprendre le message Document complètement 2. pour savoir que c'est la réponse. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Pareil, hein, les temps de lecture sont généreux. Hein. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 19h. Alors là, pareil, c'est une réponse qu'il faut inférer en fait. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons
que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Et donc, il faut vraiment inférer en fait que c'est le soir en fait, puisque la piscine ne ferme pas à midi, mais ça on l'entend qu'après en fait la première annonce qui dit veuillez Document sortir de l'eau. 3. Voilà. Lisez la question. Écoutez le document, puis répondez. Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 heures à 20 heures. Pour connaître le programme, rendez-vous en ligne sur notre site. Donc, effectivement, évidemment, c'est la réponse B en ligne sur notre site. Hein. Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 heures à 20 heures. Pour connaître le programme, rendez-vous en ligne sur notre site. Voilà, donc on ne va pas suivre la totalité des exercices. Hein. Voilà, qu'est-ce qui est interdit. Mais vous voyez en fait la différence, il y a une nette différence en fait entre le A1 et le A2. C'est que dans le A1, on prend une information, on prélève une information qui est déjà complètement disponible, complètement formulée dans le texte et qui est simple à retrouver. Là, il faut comprendre l'ensemble de l'énoncé, éventuellement inférer quelque chose à partir des informations qui sont données. Donc la tâche est nettement plus complexe, évidemment. Hein. Alors ici aussi, un sujet assez intéressant, hein, pareil, pour de la compréhension orale. Mais là, il va s'agir de retrouver en fait une situation qu'on associe à un dialogue. Les situations ressemblent assez fort à des actes de parole. Hein. Inviter quelqu'un, remercier quelqu'un, demander un service, accepter des excuses, s'informer sur les transports, se renseigner sur les horaires. Donc on doit les relier en fait à un dialogue, donc repérer quelle est la fonction d'un dialogue. Donc c'est une tâche un peu de compréhension globale et assez synthétique. On va écouter les dialogues. Dialogue 1. Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Dialogue 2. Donc là, une invitation, hein, évidemment. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici? Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Vous voyez que les dialogues sont un peu artificiels. Dialogue mais bon, 3. c'est s'informer sur les transports, évidemment. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Demander un Dialogue service, 4. évidemment. Et dialogue Tu 4. sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Donc là, c'est évidemment se renseigner sur les horaires. Donc vous voyez qu'en fait, les tâches, évidemment, au A2, sont plus complexes et demandent plus de capacité, en fait, d'inférence. Voilà, donc il y a toute une série de... C'est assez différent, évidemment, du A1, où on est dans des informations concrètes qui sont directement présentes dans les textes. Là, on est dans des informations plus complexes à dégager et où il faut parfois inférer quelque chose ou synthétiser une situation sous forme d'un acte, comme on vient de la voir. Ensuite, donc, les exercices de compréhension des écrits. Donc là, vous devez mettre ensemble, en fait, vous allez offrir un livre à vos amis, vous lisez cette publicité, donc qui décrit en une phrase le contenu d'un certain nombre de livres. Quel livre va intéresser vos amis? Associez chaque document à la personne correspondante. Attention, il y a 8 personnes.
mais seulement 6 documents. Cochez une seule case pour chaque document. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses évidemment sous forme de QCM. Ça va avec la réforme de 2020. Bon, c'est pour des questions évidemment de facilité de correction. On n'a pas forcément des réponses ouvertes, bien entendu. Donc là, la tâche n'est pas si simple que ça, en fait, puisque vous avez 8 personnes, 6 documents qui peuvent leur plaire. Document 1, ce livre montre l'ambiance des compétitions sportives au plus près de l'action, des spectateurs et des sportifs. Donc vous allez le rapprocher, par exemple, de la personne G, qui est présidente d'un club de foot. Hein, et ainsi de suite. Hein. Juste une casserole, le livre idéal pour les cuisiniers débutants qui ont seulement une casserole. Donc là, on va voir s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça. Donc Mario commence des cours de cuisine. Donc ce sera le livre numéro 2 qui l'intéressera, etc. Vous voyez que là aussi, la tâche est plus complexe parce qu'en fait, ça demande à comprendre déjà, bon, c'est des énoncés courts, mais il faut arriver à en extraire le substantifique moi, allais-je dire. Donc il faut arriver à en extraire en fait l'élément qui va se rapprocher du goût des personnes qui sont dans la liste. Donc ça va avec l'expression du goût. Et à chaque fois, en fait, ça suppose aussi une reformulation, en fait. Vincent adore les animaux, un beau livre pour les amoureux de la nature, de magnifiques photos de chevaux et d'oiseaux sauvages. Donc vous voyez qu'à chaque fois, le matching, en fait, entre les deux le livre et la personne que ça peut intéresser, ça ne correspond pas mot à mot. Là, c'est l'hyperonyme, les animaux, pour les chevaux et les oiseaux sauvages qu'on trouve dans le livre. Donc vous voyez que c'est des compétences déjà nettement plus complexes, évidemment, que vers le A1. Donc ici, encore un simili document authentique comme deuxième exercice. Donc vous faites du basketball dans un club, vous recevez cette lettre. Chers adhérents, nous vous invitons à la soirée d'été du club de basketball le samedi 16 juin à partir de 18h à la salle de réunion du club. Donc c'est un document simili authentique, hein, une invitation. Au programme, donc 18h, exposition de photos des matchs importants de l'année, 18h30, remise de survêtements avec le nom du club à la meilleure équipe, 19h, faire du sport pour être en forme, discussion animée par le docteur Martin, médecin du sport, et Pascal Hett, joueur professionnel, 20h, repas. Nous recherchons des personnes pour aider à l'organisation de la soirée, servir le repas, faire la vaisselle, nettoyer la salle. Pour nous aider, contactez Angélique au 06 33 25 65 98. Merci de confirmer votre présence par email à clubbasket@orange.fr au plus tard le lundi 4 juin. Donc après, évidemment, vous avez des questions de compréhension globale et détaillée. La fête a lieu dans une salle. Que gagne la meilleure équipe des survêtements? De quoi va parler le médecin du sport et de la santé? Que pouvez-vous faire pendant cette soirée? Manger, certainement. Voilà, donc c'est pas si sportif que ça en a l'air. Les organisateurs de la soirée demandent si vous pouvez les aider à installer la salle avant, faire le ménage pour. Si vous voulez venir à la soirée, vous devez envoyer un courriel. Donc vous voyez que pareil, c'est des questions de compréhension d'un texte un peu plus long avec plusieurs possibilités de choix. Donc c'est évidemment aussi d'un niveau nettement supérieur au A1. Voilà, donc on a vu un peu ce qu'on faisait en matière de compréhension des écrits. Donc après, dans les épreuves collectives, donc vous avez à la suite de la compréhension des écrits, évidemment, vous allez avoir la production écrite. Donc il y a encore un certain nombre d'exercices de production des écrits. Donc, production écrite. Vous participez à un forum en français sur Internet sur le thème des fêtes de famille. Vous racontez comment se passent les fêtes de famille chez vous et vous donnez vos impressions sur ce thème. Donc, une production écrite. Comment se passent les fêtes de famille chez vous? Quelles sont vos impressions sur le thème des fêtes de famille? Donc, on va regarder après quelles sont les pistes de correction, qui nous donne, donc bon, c'est un sujet écrit, simple, évidemment, voilà, sur des choses qui sont relativement quotidiennes. Alors, vous avez bien sûr une grille d'évaluation de la production écrite. Donc, le premier critère, c'est le respect de la consigne, peut mettre en adéquation sa production avec les situations proposées.
peut respecter la longueur minimale indiquée. Hein. La longueur, c'était 60 mots. Hein. Vous participez à un forum en français sur Internet sur le thème des fêtes de famille. Vous racontez comment se passent les fêtes de famille chez vous et vous donnez vos impressions sur ce thème. Hein, donc, il va falloir voir effectivement si le candidat respecte la situation proposée, donc un forum sur Internet où on discute et on expose en fait une des spécificités de son pays ou de sa culture. Hein. Ensuite, capacité à raconter et à décrire. Peut décrire de manière simple des aspects quotidiens de son environnement, gens, choses, lieux, et des événements, des activités passées, des expériences personnelles. Capacité à donner ses impressions. Donc pareil, là vous avez, ça c'est la partie qui va avoir le barème le plus élevé en fait. Respect de la consigne, capacité à raconter et à décrire, capacité à donner ses impressions, peut communiquer sommairement ses impressions, expliquer pourquoi une chose lui plaît ou déplaît. Donc ça c'est le début de l'expression du goût en fait au A2. Hein. Donc c'est évidemment une des compétences qu'on va avoir dans le A2. J'aime ceci me plaît ou j'aime ceci, j'aime pas ceci. Je veux dire, donc on va trouver en fait des choses certainement à dire sur les fêtes. Les fêtes de famille dans son pays ou dans sa communauté, voilà, sans grosses difficultés. Lexique, orthographe lexicale, peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d'expressions relatifs à la situation proposée, peut écrire avec une relative exactitude phonétique, mais pas forcément orthographique. Donc vous voyez qu'en fait aussi on a évolué évidemment sur ces questions-là. L'évaluation de l'orthographe se fait, enfin je veux dire, c'est l'apport, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois, en fait, c'est un peu l'apport des approches communicatives. C'est à partir du moment où les erreurs ne brouillent pas complètement le message, c'est pas un gros problème en fait. Je veux dire, on passe un peu au-dessus des questions orthographiques ou des questions d'accent. On peut très bien parler français d'une manière tout à fait intelligible, mais avec un accent étranger, et c'est pas gênant en général pour la communication. Donc à partir du moment où ça pose pas de problème pour faire passer le message, on est dans le bon. Morphosyntaxe, orthographe grammaticale, peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation donnée, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires. Hein. Cohérence et cohésion, donc ça c'est la cohésion du texte, et donc le fait qu'on puisse relier en fait les phrases par des connecteurs logiques par exemple. Donc là il va y avoir et, mais, voilà. Au niveau A2 en fait on n'utilise pas encore tous les connecteurs logiques, mais on doit savoir en utiliser un certain nombre qui sont listés dans les documents qu'on a vus. L'exercice 2 est probablement plus intéressant. On va regarder l'énoncé de l'exercice. Parce que là, il met dans une situation, il vous met dans une situation plus réaliste en fait, probablement plus, parce que le forum sur Internet, bon, c'est pas forcément quelque chose à laquelle tout le monde a participé ou un type de tâche que tout le monde peut faire. Mais là, il s'agit en fait de répondre à une invitation, de répondre par mail à une invitation de mariage. Donc Ingrid et Julien, vous avez été à leur mariage samedi 25 juin à 11h à la mairie de Neuilly. Après la cérémonie, un repas sera offert au restaurant Le Petit Coq, et donc vous envoyez un courriel à vos amis pour les féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation et vous dites avec qui vous viendrez. Alors là, en fait, le choix aussi est simple. En fait, c'est, je veux dire, quand on travaille sur cet acte de parole-là, c'est-à-dire proposer quelque chose ou inviter quelqu'un, on va travailler toujours après sur le couple accepter et refuser. Hein. Donc là, on indique aux élèves qu'ils acceptent. Bon, on aurait pu leur dire aussi de rédiger un message où ils refusent, évidemment. Il faut savoir faire les deux. Voilà, donc exercice 2, respect de la consigne, peut mettre en adéquation. Donc même chose, hein, peut respecter la langue minimale indiquée. Correction socio-linguistique, peut utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte, peut utiliser les formes courantes de l'accueil et de la prise de congé. Donc vous voyez qu'en fait là on est dans le socio-linguistique, donc la capacité en fait à s'adapter à l'interlocuteur
et à produire des énoncés avec un niveau de langue et un registre qui soit adéquat à la situation. Capacité à interagir peut créer une lettre personnelle, simple pour exprimer remerciements, excuses, propositions, etc. Lexique, orthographe, lexical. Donc vous avez les mêmes critères après qu'au-dessus, mais la situation me paraît un peu plus intéressante en fait. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous allez avoir des grilles de correction. En fait, il faudra élaborer ces grilles de correction en fonction de l'objectif recherché et de l'adéquation de cet objectif linguistique avec le niveau. Donc vous voyez que là, on est aussi dans l'interaction, en fait, l'interaction écrite. On reçoit une invitation, on répond. Il y a une interaction. Donc on est, voilà, c'est la partie, là d'ailleurs, dans le barème, la plus importante, capacité à interagir sur 4 points. Donc, dernière épreuve. Production orale, donc l'épreuve comporte 3 parties, elle dure 6 à 8 minutes. À son arrivée, le candidat tire au sort 2 sujets pour la partie 2 et 2 sujets pour la partie 3. Il en choisit un de chaque. Ensuite, il dispose de 10 minutes pour préparer ces 2 parties. La passation des 3 parties s'enchaîne. Donc première chose, entretien dirigé. Ensuite, 2 monologues suivis et exercice en interaction. Donc vous voyez, c'est la réforme 2020 du DELF. Donc on a plus d'interaction, enfin l'accent est plus mis sur l'interaction avec une épreuve un peu plus longue côté interaction. Donc entretien dirigé, se présenter, parler de soi, donc vraiment une des choses qu'on apprend à faire au tout début, dès le A1 on est capable de se présenter et de parler de soi, mais évidemment c'est un objectif qu'on va revoir et on va être capable de parler de soi d'une manière de plus en plus détaillée, de plus en plus précise, en fait jusqu'au dernier niveau du DELF, DALF. C'est ce qu'on appelle un objectif, enfin une pédagogie en spirale. On repasse sur les mêmes objectifs avec une question, enfin une complexité de plus en plus grande. 2 monologues suivis, donc 2 minutes environ. Faites tirer au candidat 2 sujets parmi les suivants. Logement, donc il en choisit un. Assurez-vous de la bonne compréhension du sujet. Laissez le candidat s'exprimer avant de lui poser éventuellement 2 ou 3 questions complémentaires. Où habitez-vous? Décrivez votre logement. Dites ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans votre quartier. Expliquez pourquoi. Donc production, un monologue suivi, donc un enchaînement de phrases assez long en fait, où on a peu d'interaction, donc évidemment il faut arriver à organiser en fait un discours avec plusieurs articulations logiques, avec une série de phrases, etc. Donc c'est aussi évidemment plus complexe que les tâches du A1. Mer ou montagne, où préférez-vous aller en vacances? À la mer ou à la montagne? Pourquoi? Racontez vos dernières vacances dans l'un des 2 endroits. Donc vous avez toute une série de sujets comme ça sur des choses quotidiennes, enfin des choses simples, matérielles. Faites-vous souvent les magasins? Pourquoi? Qu'est-ce que vous achetez en général? Expliquez. Cinéma, quel film préférez-vous? Pourquoi? Racontez un film que vous avez vu au cinéma, etc. Voilà, alors sur l'exercice en interaction, donc faites tirer au candidat 2 sujets parmi les suivants, il en choisit un. Le candidat doit dialoguer avec vous afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. Donc interaction avec un objectif de résolution de problème. Il doit montrer qu'il est capable de saluer, d'utiliser les règles de politesse. Donc entrer dans l'interaction avec des salutations, des éléments de politesse, voilà, c'est ce qu'on apprend à faire aussi à partir du niveau A1 en fait. Dans certains sujets, le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin. C'est pas très politiquement correct ça, mais bon, voilà. Sujet 1, recherche de logement. Vous allez habiter en France pour votre travail, vous entrez dans une agence immobilière pour expliquer le type de logement que vous cherchez, nombre de chambres, jardin, etc. L'examinateur joue le rôle de l'agent immobilier. Donc une interaction avec un objectif, en fait, arriver à trouver la solution à un problème. Vous voulez partir en vacances en France, à la montagne, vous posez des questions à un ami français sur le prix, les prix, les lieux, le climat, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Donc voilà, donc vous voyez qu'on a fait rentrer l'interaction là-dedans avec des situations quotidiennes, mais avec cette idée de collaboration, en fait, d'interaction entre 2 individus qui cherchent en commun la solution
a un problème. Dans les grilles d'évaluation de la production écrite, vous avez une grille d'évaluation relativement simple aussi, avec quelques critères, avec 2 critères à chaque fois. Entretien dirigé, peut établir un contact social, se présenter et décrire son environnement familier, peut répondre et réagir à des questions simples, peut gérer une interaction simple. Voilà, vous voyez qu'en fait, donc, on a un peu plus évidemment des choses plus complexes au niveau A2, avec l'entrée de l'idée d'interaction aussi l'idée de médiation n'est pas encore très très présente à ce niveau-là. Elle va le devenir plus en fait dans les niveaux suivants. Donc monologue suivi peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, un lieu lié à un contexte familier, peut relier entre elles des informations appropriées de manière simple et claire. Donc évidemment là, ça va supposer aussi la maîtrise d'un certain nombre de connecteurs logiques par exemple, et, mais, donc, etc. Ensuite, après, ainsi de suite. Donc vous allez avoir en fait les objectifs du A2 sur le plan morphologique et sur le plan communicatif. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette épreuve de A2. Bon, je veux dire, donc vous voyez que il y a des changements. Enfin, je veux dire, le nouveau volume du cadre apporte un certain nombre de changements. On va les regarder de près, en fait, dans les semaines qui viennent. Et voilà, donc j'espère que ça continue à vous convenir. Donc on en parle demain. Bonne soirée, à demain matin. Et puis pour la vidéo, à la semaine prochaine, évidemment.